Je suis enchantée d'être là aujourd'hui. Je suis Aude Bonsanguin, je suis partenaire chez Alira Health. Et l'idée d'aujourd'hui, c'est d'avoir une discussion autour de comment réussir son implantation sur le marché américain avec un focus qui serait essentiellement commercial, hein, même si on aura un petit overview de ce qui se fait, de ce que vous devez considérer sur les autres aspects, qu'ils soient juridiques ou autres. Alors, juste quelques mots sur Alira et pourquoi on fait cette présentation d'aujourd'hui. Donc, Alira, c'est une société de conseil spécialisée donc en santé. Moi, je suis basée à Boston. On a 8 bureaux, 2 aux États-Unis et le reste en Europe, avec des présences à Paris, Munich, Milan, Barcelone. Je dois oublier des bureaux et puis il y a aussi une présence en Chine et au Japon. Et l'objectif de Alira, c'est vraiment d'intégrer l'ensemble du cycle de développement du produit de santé avec une practice qui est de product development, réglementaire, clinique, market access, avec 2 practices que vous voyez en dessous, patient engagement, advanced analytics, real world evidence, management consulting, qui est la division pour laquelle la practice chez Alira pour laquelle je travaille principalement, et transaction advisory. Donc, je ne suis pas spécialiste évidemment de tous ces aspects, mais j'ai travaillé avec mes collègues du réglementaire et du market access pour préparer cette présentation. Et puis, on travaille main dans la main pour aider des sociétés de medtech, pharma et digital health à croître et à pénétrer de nouveaux marchés. Donc c'est un setup qui est assez étrange, puisqu'évidemment je pense que vous m'entendez mais que je ne vous entends pas. Donc soyons le plus interactif possible. Vous avez la possibilité de poser vos questions via alors attendez, on est en train de vous soumettre des sondages. Mon collègue Pierre est en train de vous soumettre des sondages pour savoir un petit peu qui nous avons dans l'audience. Et donc vous devriez les recevoir sur la droite de votre écran, je pense. Donc, vous avez des sondages pour savoir un petit peu qui vous êtes en termes de connaissance du marché américain, mais aussi de stade de développement. Je vous invite à le faire. Et puis, je parlerai avec quelques slides pendant une quarantaine de minutes. Et puis, l'idée après, c'est qu'on puisse échanger et que je puisse répondre à vos questions le plus possible. Voilà. Écoutez, je vais continuer. Alors évidemment, pourquoi le marché américain? Juste une slide sur ça. Aujourd'hui, on va regarder pourquoi le marché américain, ce qu'il faut comprendre du marché américain. Souvent, quand on est français ou quand on est européen, on n'est pas sur le marché américain, ou même pour ceux qui sont sur le marché américain, c'est difficile de comprendre comment le système de santé est organisé. Moi, ça fait 5 ans que je suis aux États-Unis. Évidemment, je suis française, comme vous pouvez l'entendre. On verra aussi comment optimiser son accès au marché avec ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter en termes de séquençage des activités. On regardera un petit peu le système de remboursement, ce qu'il faut prendre en compte, les processus d'achat aux États-Unis, qui sont les acteurs clés, comment s'engager avec eux, et puis d'autres aspects à considérer évidemment qui sont pas forcément commerciaux ou market access. Donc un programme assez désolée pour ces petits soucis IT. Alors pourquoi le marché américain? Évidemment, je pense que vous le savez tous et vous avez regardé ce marché américain essentiellement pour sa taille. Alors sa taille absolue, mais aussi sa taille relative. Aujourd'hui, aux États-Unis, il y a plus de 20% du PIB, enfin presque 20% pardon du PIB, qui est dédié aux dépenses de santé. Vous pouvez le voir sur le premier graphe vers la gauche. Si on regarde sur les autres pays de l'OCDE, on a à peu près 10% du PIB dédié aux dépenses de santé. Et aussi, sur la droite,
voyez qu'il y a les dépenses santé par habitant sont à peu près 2 fois plus élevées que dans les autres pays de l'OCDE. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça ne veut pas dire évidemment que la population américaine est en meilleure santé, malheureusement loin de là, mais simplement que le système de santé est organisé ou de côté efficace ou plutôt inefficace pour voilà, enfin, demande d'avoir des dépenses de santé qui sont beaucoup plus élevées dans d'autres pays. Donc évidemment, souvent considéré comme une opportunité pour la plupart des sociétés de medtech. Alors, que faut-il comprendre du marché américain? Je pense que la première chose à faire, c'est vraiment voir qui sont les acteurs de ce système de santé américain. Ils sont assez similaires dans les autres pays. Évidemment, ces acteurs aux États-Unis vont avoir des préférences ou des sources de rémunération qui sont différentes que ce qu'on pourrait voir en Europe, particulièrement en France. Donc, on a les mêmes acteurs, on a le patient évidemment, le soignant qui soit comme on dit HCP ici, donc professionnel de santé, mais aussi qui soit un établissement de santé, donc hôpitaux cliniques, les assureurs, les fournisseurs de produits médicaux, donc vous, et essentiellement, et puis les instances réglementaires qui seront essentiellement la FDA. Quelle est la grande différence avec la France sur ce type d'acteurs? En France, on a par exemple des soignants et des assureurs qui sont. Alors, il y a des gens qui ne sont pas en mute, par contre. Je vais inviter à toutes les personnes qui ont accès au micro à aller en mute. Voilà, pour pas qu'on s'entende, merci. Donc, les soignants, les assureurs et les instances réglementaires dans beaucoup de pays européens et notamment en France sont gouvernementaux. Alors qu'aux États-Unis, sont vraiment des instances qui sont séparées et qui sont pour les soignants et pour les assureurs essentiellement privés. Donc ici, vous pouvez anticiper que leurs incentives, leur volonté finalement d'utiliser ou non des produits de santé sont pas forcément les mêmes que sur un marché européen. Et on verra comment engager tout ça. Et alors ici, une slide qui résume le fonctionnement du système de santé américain. C'est une question que je reçois souvent. Comment tout ça marche? Alors, c'est un petit peu compliqué. C'est compliqué pour tout le monde. Je pense qu'il n'y a pas un Américain qui dira que le système de santé est simple et que tout le monde le comprend. Donc, évidemment, au centre, on a le patient. Et le patient, comment il reçoit son assurance santé? Il va la recevoir quand il travaille par son employeur. Donc, les employeurs, le patient donc fournit un travail, donc qui est l'emploi que vous voyez sur la flèche vers la gauche. Il reçoit une assurance par son employeur. L'employeur verse des healthcare premium à des assureurs. Le patient aussi, donc l'employé va aussi payer des healthcare premium à cet assureur directement, donc ils sont prélevés sur le salaire. Et en échange, le patient va pouvoir aller recevoir des prestations de santé qu'il va partiellement payer avec ce qu'on appelle un copay et qui vont être couverts également par les assureurs. Donc, les assureurs vont aller directement payer les prestataires de soins et le patient va payer un copay à ses prestataires de soins. Ici, en général, j'aime bien donner un exemple pour vous donner les ordres d'idées des montants desquels on parle et les raisons pour lesquelles le marché américain est beaucoup plus grand que les autres marchés. Typiquement, quand on va chez un généraliste aux États-Unis, on paye, le patient va payer en copay l'équivalent avec une bonne assurance, l'équivalent de 20-25 $. Le médecin va recevoir en général de l'assurance à peu près 200 $. Alors, on a de nouveau perdu le son de l'orateur, il me semble. On va essayer de redonner la main. Bon, je pense qu'elle a un petit souci de son côté technique au niveau du son.
Vous nous entendez? Non. Alors, bon, écoutez, je vous prie de nous excuser pour ce petit problème technique qu'on essaie de solutionner. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Vous êtes revenu. D'accord, très Alors, bien. Bon, j'ai le écoutez, micro. je sais pas pourquoi ça Oui, par ça ne moment. marche pas. Je sais pas si vous me voyez, moi j'ai pas de retour caméra, mais bon, Non, écoute, on va mais continuer. à ce moment où vous avez mis la présentation, on vous voit passer, c'est normal. D'accord. Ok, très bien. Bah, écoutez, je vais continuer comme ça. Donc, système de santé. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi l'exemple entre le PCP, donc qui est le généraliste ici, et le généraliste en France. Donc, un patient paye en copay à peu près 20-25 $ quand il va voir le médecin généraliste. Le médecin généraliste, lui, va recevoir à peu près 200 $ d'assureur. Vous connaissez les montants en France, donc on est vraiment sur des montants qui sont clairement 10 fois supérieurs. Donc ça, c'est pour un système de santé de personnes qui ont un emploi et dont l'employeur fournit des assurances santé. De l'autre côté, évidemment, vous avez le gouvernement qui lui aussi fournit des assurances, son assurance santé avec Medicare et Medicaid. Donc Medicare pour les personnes qui ont plus de 65 ans qui sont retraitées et Medicaid pour les personnes qui ont des revenus éligibles pour recevoir des aides gouvernementales. Le troisième point qui est le troisième type d'assurance qui est fourni par le gouvernement est l'assurance militaire, donc pour les vétérans et les personnes qui sont actifs dans l'armée. Alors, vous allez certainement recevoir la présentation, donc je vais passer sur plein de slides qui vont en détail. Ici, vous pouvez voir de ce que je viens de dire, en fait, d'où viennent les dépenses santé. Donc, les assurances santé, c'est à peu près 73% des dépenses de santé. 10% viennent des copay patients et puis d'autres dépenses de sources multiples. En termes d'assureurs privés, on a à peu près 45% des dépenses de santé qui sont assurées par des assureurs privés et un peu plus de 50% qui sont assurés par le gouvernement américain avec Medicare et Medicaid. Pourquoi c'est important pour vous? Parce qu'évidemment, en fonction du produit que vous avez, je reviendrai dessus, en fonction du produit que vous avez, il est absolument important de comprendre quel type de patient vous allez viser. Si vous avez une patientèle qui est essentiellement âgée de plus de 65 ans, vous allez avoir une patientèle qui est essentiellement couverte par Medicare, pardon. Et donc, il faudra bien comprendre les systèmes de remboursement de Medicare. Si au contraire, vous avez une patientèle qui est a priori plus jeune, vous allez devoir davantage comprendre les systèmes de remboursement des assureurs privés. D'où cette parenthèse sur le système de santé. Ici encore quelques slides de split. Ici quelques chiffres intéressants sur d'où viennent les ressources. Donc les soins hospitaliers à peu près 30% 30% des dépenses de santé et les équipements médicaux 15-20% dédiés directement aux dispositifs et aux produits de santé, aux médicaments par exemple. Ici, vous aurez quelques slides sur Medicare, Medicaid que vous pourrez parcourir. Comme je vous l'ai dit, Medicare, vraiment clé pour les populations au-dessus de 65 ans et Medicaid pour les populations ou certaines maladies chroniques également. Par exemple, les personnes sous dialyse ou avec de l'ALS sont sous Medicare et Medicaid, juste des critères financiers. Alors, comment optimiser son accès au marché américain? Ici, je pense qu'on va voir ce qu'il ne faut pas faire et pourquoi. Et puis, évidemment, ce qu'il faut faire. Moi, ce qu'on voit souvent chez Alira et que beaucoup de consultants vont voir, c'est que beaucoup de sociétés, généralement, commencent leur accès au marché par des stratégies. Alors, commencent l'accès au marché parce qu'ils comprennent de leur stratégie clinique et vont aller directement sur des stratégies d'homologation, d'enregistrement avec la FDA. Ce, avant de vraiment comprendre leur opportunité de marché, les parcours patients aux États-Unis,
les algorithmes de traitement dans l'indication visée. Et en général, ce type d'approche engendre plusieurs choses. Les stratégies cliniques et d'homologation donc ne prennent pas en considération les spécificités du marché. Vous avez souvent d'un pays à l'autre, et particulièrement de l'Europe aux États-Unis, une typologie de soignants qui est différente. Un exemple, aux États-Unis, les infirmiers, les infirmières ont un pouvoir de prescription et vont davantage voir les patients sur certaines indications que les médecins généralistes, comme ça aurait pu être le cas en France. Ça, c'est par exemple un premier point. Évidemment, les directives locales ne sont pas forcément les mêmes qu'en France. On a souvent, notamment dans le domaine du dispositif médical, des parcours patients, que ce soit dans le domaine du diagnostic ou du traitement, qui sont différents de ce qu'on va avoir, de ce qu'on va pouvoir observer en Europe. Un autre point qui est extrêmement important de comprendre avant de se lancer dans une stratégie clinique ou d'enregistrement, c'est de comprendre le système de remboursement et ce qu'on appelle les incentives des médecins à utiliser votre produit. Comme je l'ai dit au départ, on est sur un système qui est essentiellement privé. Donc les médecins et les hôpitaux sont privés. Et ils ont un intérêt ou non à utiliser un produit en fonction du taux de remboursement ou de la procédure que eux vont pouvoir facturer aux assurances. Je prends un exemple assez bateau qui parlera certainement à beaucoup d'entre vous. Si on regarde par exemple les injections d'acide hyaluronique, aujourd'hui vous avez essentiellement deux types de produits. Un produit qui vient en 2 doses, donc 2 doses pour le patient, et un produit qui vient en 1 dose, donc injection d'acide hyaluronique dans le genou. Si une dose va coûter moins cher que 2 doses, donc on pourrait croire qu'il y a un incentive pour le médecin et pour le patient à utiliser, pour l'assureur à utiliser une seule dose. Par contre, si vous utilisez une seule dose, alors le médecin ne pourra facturer qu'une visite au lieu de facturer 2 visites. Donc, ce type vous voyez directement que le médecin ici aura tout intérêt à utiliser un produit avec 2 injections plutôt qu'un produit avec une injection, même si le bénéfice prix et le bénéfice patient n'est pas forcément le même. Donc, il est important pour un provider comme vous de comprendre quels sont les incentives des médecins à utiliser votre produit pour évidemment y répondre. Donc, dans le domaine de l'acide hyaluronique, les sociétés ont évidemment adressé ce besoin du médecin par des incentives à côté. Donc, vraiment important de comprendre le marché. Aussi, un autre point dans les erreurs, les stratégies cliniques et d'homologation ne se concentrent pas sur les éléments réellement différenciants du produit. Donc, si vous ne comprenez pas vraiment le parcours patient aux États-Unis, les besoins du médecin aux États-Unis, vous allez aller enregistrer un produit qui peut être très simple. Hein, on peut parler d'un 510K assez simple, mais sans aller chercher les claims qui vous permettront d'augmenter votre accès au marché et de différencier votre produit. Donc voilà, il est vraiment important d'inclure finalement tout ce feedback du marché pour déjà dans votre stratégie clinique et réglementaire. Donc voilà, en gros, ne pas avoir le bon séquençage d'activités, on arrive à des processus qui paraissent au départ moins coûteux, hein, puisqu'on va directement on fait pas d'études de marché, on va directement avec l'enregistrement, mais à la fin, on se retrouve avec des processus qui sont plus longs et plus coûteux, et puis aussi un time to market qui est beaucoup plus élevé. Et puis surtout un lancement du produit qui est inefficace puisqu'on n'a pas exactement compris ce que le marché voulait et on n'a pas réalisé les bonnes études pour répondre aux besoins marché. Donc, qu'est-ce qu'une stratégie de market access optimisée? C'est évidemment faire, et là je vais passer à la slide d'après, la stratégie de market access optimisée, c'est commencer par comprendre le marché sur lequel on est.
Donc, établir des partenariats avec les KOL et les hôpitaux, comprendre le parcours de patient et l'algorithme de traitement, définir des groupes de patients cibles, comprendre le paysage concurrentiel et comment vos concurrents marketent leurs produits, optimiser le positionnement du produit dès le départ, et puis aussi évidemment si vous avez comme pour la plupart d'entre vous certainement l'intention d'établir des partenariats de distribution ou de financement, de construire des prévisionnels et sur des modèles de NPV qui vous permettraient de négocier vos contrats de distribution. Donc une fois qu'on a vraiment cette compréhension de market access assez précoce, là vous pouvez passer à votre stratégie d'homologation, d'enregistrement du produit. Donc avec une stratégie qui est réglementaire, qui sera optimisée et qui tiendra en compte du positionnement du produit et de ce que vous voulez démontrer finalement pour montrer la supériorité de votre produit. Ici évidemment, l'idée c'est de collaborer avec la FDA le plus tôt possible et de tenir compte des feedbacks de la FDA. J'aurai une slide qui montrera les erreurs à éviter dans les stratégies d'homologation. Dans une stratégie clinique et d'exécution, l'idée c'est vraiment de choisir une CRO qui, avec un échéancier des coûts des objectifs de recrutement patient que vous aurez considérés. Honnêtement, si vous êtes une société de petite taille, évitez d'aller chez des grosses CRO qui seront certainement moins, qui ont une capacité de conseil moins importante et qui seraient plus orientées vers des plus gros clients. Envisager des études de Health Economic and Outcome Research. Alors, ça dépend de vos produits, mais typiquement sur des sujets de diagnostic et de dispositifs médicaux. Pour aller prouver l'intérêt de votre produit, pensez à montrer la valeur health économique, donc qui inclut évidemment la valeur pour le patient, la valeur pour le prescripteur, la valeur pour le système de santé et la valeur pour le soignant. Donc vraiment, qu'est-ce que vous permettez avec votre produit, même si vous avez les mêmes taux de remboursement, qu'est-ce que vous permettez avec votre produit d'adresser comme pain point ou difficulté de l'ensemble de ces stakeholders qu'on a pu voir au début. Et puis envisager évidemment la collecte de données de real world evidence dans un système qui est de plus en plus value-based care versus fee for service. Donc, fee for service, c'est vraiment on paye aux soins, et value-based care, on paye pour l'ensemble du bénéfice patient. Puis une fois que vous avez fait ça, envisagez une stratégie de market access en capitalisant sur vos partenariats avec des KOL. Examinez évidemment les avantages et les inconvénients d'une stratégie d'accès. Est-ce que vous pouvez aller via des distributeurs? Quel type de distributeur? Est-ce que vous pouvez licencier votre produit et où est-ce que vous devez absolument aller en direct? Dans cette stratégie de market access, évidemment, il est important d'engager les payeurs. Donc, les payeurs, ce sont les assureurs. Avec les bonnes preuves, encore une fois, on regardera rapidement le système de remboursement, mais les payeurs, les assureurs, pardon, pour couvrir votre produit, auront besoin de preuves du bénéfice rendu pour le patient, mais aussi d'un point de vue économique. Et puis évidemment, cibler les bons call points et le bon message, s'appuyant sur l'évaluation d'opportunités de marché faite au départ. Donc vraiment, avec ce séquençage d'activités qui inclut vraiment la bonne compréhension du marché au départ, une stratégie d'enregistrement et une stratégie clinique et une stratégie de market access qui tient compte de cette compréhension du marché, on arrive à des coûts qui sont réduits, des échéanciers optimisés, un lancement évidemment qui a plus de chances de réussir et des contrats d'un point de vue valeur qui sont optimisés. Moi, je vois régulièrement des clients aller essayer de négocier des contrats sans avoir une bonne visibilité sur le marché. Et encore une fois, avoir une bonne visibilité sur le marché, on ne parle pas de comprendre l'épidémiologie d'une pathologie et très très high level de penser où un produit est utilisé. Il faut vraiment aller sur le terrain et faire des interviews pour comprendre ça. Alors, pardon, je parlais de cette slide tout à l'heure, je ne l'ai pas passée, mais donc voilà, vous avez les deux autres étapes, stratégie clinique et exécution, et puis market access.
Alors, cette slide a été réalisée en fait par mes collègues de la division réglementaire de chez Alira. Donc, les erreurs récurrentes faites lors de la stratégie d'homologation ou d'enregistrement. Donc, je pense que c'est important de les passer. Alors, la première chose, comme on l'a vu, c'est de ne pas avoir de stratégie. D'avoir une stratégie qui est avoir un produit enregistré. Et je vous assure que ce n'est absolument pas une stratégie. Avoir un produit enregistré ne garantit absolument pas un accès au marché. Une absence d'échange avec la FDA dès le début du process, en général, surtout si on est sur des produits qui sont un peu nouveaux et innovants, il faut absolument en général s'engager avec des échanges avec la FDA dans le cadre de... Il y a un processus qui s'appelle le pre-submission, qui permet d'avoir de retour de la FDA. On voit également aussi des entreprises qui réalisent de nombreux tests avant même d'échanger avec la FDA. Donc, évidemment, source de coûts. Et puis, on arrive à des tests qui sont soit inutiles, soit qui ne sont pas les bons. Donc, des dépenses engagées pour rien et à renouveler, dans le pire des cas. Rater le retour de la FDA sur la technologie. Donc, ça, c'est pour les sociétés qui n'utilisent pas le dispositif du pre-sub. Comprendre l'histoire relative au device ou au type de produit aux États-Unis, ça c'est assez important, puisque l'FDA va souvent utiliser son historique. Ne pas suivre et connaître les guidelines existantes de l'FDA, ne pas préparer son rendez-vous avec l'FDA et ignorer le feedback de l'FDA. Donc ça, ce sont vraiment des points et des erreurs qui, pour certains d'entre vous, paraissent assez idiotes, mais qu'on voit régulièrement sur le marché. Donc, comment arriver à les contourner? Évidemment, en général, prenez un bon consultant réglementaire qui ait de la connaissance, qui ait l'expérience de volume avec la FDA, de préparation des meetings, mais qui aussi ait de l'expérience dans le device spécifique et l'aire thérapeutique que vous avez. Alors ici, on a quelques slides sur les différents types d'homologation. Donc voilà, vous les aurez. Je pense que l'idée, c'est vous les aurez dans le deck. Vous avez 510K, de novo, PMA pour les produits de classe 3. Et puis certaines exemptions aussi. N'hésitez pas à aller chercher des exemptions ou des processus qui iraient plus vite, par exemple sur des dispositifs à usage humanitaire, par exemple. Et puis Emergency Use Authorization avec tous les sujets Covid, par exemple. Bon, quelques timelines, je pense qu'on peut partir sur ça. Alors, le système de remboursement, c'est assez marrant de couvrir tout ça en 30 minutes parce qu'évidemment, c'est un système qui est assez complexe et que peu de gens, s'il y a une personne qui le comprend aux États-Unis, je serais ravie de rencontrer cette personne. Mais en gros, il y a trois éléments à prendre en compte. Pour un dispositif médical, pour un produit de santé. Le coding, le paiement et le coverage. Donc, et si vous manque un de ces points, votre produit ne sera pas remboursé. Évidemment, un produit qui n'est pas remboursé, c'est un produit qui peut être autorisé, qui a son 510K, mais qui évidemment n'a absolument aucun accès au marché. Donc, la première chose, le coding, c'est un langage qui caractérise des services, des procédures et des produits. Par exemple, le CPT code pour Current Procedural Terminology, qui est établi par l'American Medical Association. Donc, la première chose, quand vous avez un produit, c'est de comprendre s'il y a des CPT ou autres codes qui fonctionnent. Alors, les autres codes vont dépendre du type de setting ou où vous allez vendre votre produit. Est-ce que c'est outpatient, inpatient, donc à l'hôpital ou en dehors de l'hôpital. Donc la première chose, c'est d'aller comprendre les types de codes qui pourront couvrir votre produit. En général, l'idéal, c'est vraiment d'avoir des codes existants. Ça prend plusieurs années pour obtenir un nouveau code. Donc, par définition, l'idée, c'est d'aller utiliser des codes qui sont existants. Et si vous pensez que vous pouvez avoir un code avec un plus gros remboursement, vous pouvez toujours lancer la procédure d'obtenir un nouveau code. Mais encore une fois, c'est une procédure qui prend plusieurs années. Donc, ce que vous avez intérêt à faire, c'est comprendre quel code vous pouvez utiliser en fonction du produit que vous avez. Alors, comment faire ça ?
vous pouvez regarder ce que vos concurrents directs ont comme code, ou si vous avez un produit qui, par exemple, peut réunir 2 codes, vous pouvez viser d'avoir ces 2 codes dans votre, pour votre produit. La deuxième chose, c'est une fois qu'on a un code, on n'est pas forcément sûr d'être remboursé par les assurances. Et ça, c'est le coverage. Donc là, c'est un système où Medicare, Medicaid, ou les assureurs privés vont décider ou non de couvrir votre produit en fonction du service médical rendu, si vous voulez, pour utiliser un terme français, mais en fonction des avantages de votre produit et ce qu'il apporte. Donc, ce n'est pas parce que vous avez un code que votre produit sera forcément couvert. Donc, ici aussi, comment vous assurez que votre produit peut être couvert. Donc, vous avez des guidelines d'assureurs qui disent, voilà, moi, je rembourse tel type de produit parce que, ou je ne rembourse pas tel type de produit parce que il n'a pas pu démontrer son efficacité ou son bénéfice. Donc, le coverage, ça vient vraiment des assureurs. Le coding vient de l'American Medical Association ou d'autres instances. Et puis, le paiement, une fois qu'on a un code, une fois qu'on sait qu'on est couvert, le paiement, c'est est-ce que quelqu'un est-ce qu'il y aura un échange finalement de cash? Est-ce que il y aura un versement de liquidité des assurances vers le prestataire de soins? Et ça encore, c'est un système qui est assez compliqué, qui est géré par les assureurs et les hôpitaux. Donc, il y a des personnes dans les hôpitaux qui sont chargées de procéder les paiements. Et les paiements, c'est aussi important de comprendre ce système-là parce que pour la même procédure, vous n'aurez pas les mêmes paiements. Vous avez un patient dans un bloc opératoire. Il y aura un paiement qui va aller vers l'anesthésiste, un paiement qui va aller vers le chirurgien, un paiement qui va aller pour le patient quand il va passer quelques jours à l'hôpital. Donc voilà, et s'il n'y a pas de paiement, évidemment, coding and coverage sont un peu inutiles puisque votre produit ne sera pas couvert. Donc ces 3 points sont importants à comprendre dans une stratégie de market access pour optimiser le remboursement de vos produits. Alors les grandes tendances de remboursement, on n'a pas énormément de temps pour couvrir cette slide, mais vous pourrez la regarder. Pardon, juste ici. Je pense que globalement, ce qui est important de comprendre ici, c'est qu'on passe aux États-Unis sur un système qui est plus basé sur la valeur alors c'est vraiment value-based care versus fee-for-service. Donc fee-for-service, je paye pour un soin de santé. Value-based care, je paye pour que mon patient soit mieux long terme. Et si vous avez vraiment cet état d'esprit dès le départ de prouver que votre produit a un bénéfice sur la valeur, donc d'un point de vue HEOR, Health Economics and Outcome Research. Donc encore une fois, la valeur, c'est pour le patient, pour le professionnel de santé, pour le système de santé, pour le prestataire de soins. Là, évidemment, vous avez une meilleure chance d'avoir un accès au marché. Alors, processus d'achat, très rapidement. Bon, en gros, alors ça dépend vraiment de vos produits. Je crois je ne sais pas si on a pu lancer le sondage finalement, mais ici, ça va vraiment dépendre des produits que vous avez. Mais en général, donc vous allez être le fabricant, hein, le manufactureur ici. Le manufactureur va expédier ses produits à un distributeur. Alors, les distributeurs, on appelle aussi box movers, sont les Cardinal, McKesson, Owen Miners. Donc, ce sont vraiment des sociétés qui s'occupent de la logistique et aussi du billing, donc de sa facturation auprès des prestataires de santé. Certains distributeurs peuvent aussi promouvoir vos produits en fonction du package que vous allez payer à ces distributeurs. Vous pouvez aussi avoir 2 distributeurs. Donc un distributeur qui est juste un box mover, donc vraiment la personne chargée de la logistique, et prendre un deuxième distributeur qui va vraiment promouvoir votre produit. Donc un box mover, il va prendre à peu près 8% des revenus. Un distributeur qui, lui, va assurer la promotion de votre produit. En général, on est plus sur du 18-25% du revenu puisqu'il assure la promotion du produit. Donc, c'est possible d'avoir plusieurs distributeurs. Certains, et puis d'ailleurs dans les box movers vous pouvez en avoir 5, hein, donc McKesson, Cardinal et autres, et puis les distributeurs après qui vont promouvoir les produits sont essentiellement régionaux.
Donc, ces deux réseaux de distributeurs, évidemment, permettent à vos produits d'accéder aux patients, d'accéder, pardon, au comité d'évaluation. Alors, d'accéder aux patients, pardon. Une chose qui est importante aussi pour vous, pour être référencé par un hôpital, la première étape, j'aurais dû commencer par là, pardon. La première étape, c'est vraiment d'être référencé par un hôpital. Donc, de présenter un produit à un hôpital et de s'assurer qu'il passe par le VAC, Value Assessment Committee ou Value Analysis Committee. Donc, ce comité va évaluer votre produit et va dire oui ou non, on voudrait utiliser ce produit dans nos procédures. Une fois que l'hôpital a décidé ça, il va passer commande au distributeur, puis qui va revenir vers vous. Un autre acteur est le GPO, Group Purchasing Organization, qui sont des instances en fait qui négocient avec les manufactureurs, qui négocient des prix avec les fabricants et qui permettent aux healthcare providers, donc aux hôpitaux et aux hôpitaux, pas aux patients directement, mais aux hôpitaux d'obtenir des meilleurs prix. Et évidemment, ils vous permettent aussi d'accéder à des plus larges volumes. Donc, pour la plupart des produits en MedTech, c'est absolument essentiel d'être référencé par un GPO, qui sont des contrats qui se négocient tous les 3-4 ans, 2-4 ans. C'est absolument essentiel d'être sous un contrat GPO. Par contre, ça ne vous garantit pas un succès, une utilisation, si vous voulez, par le soignant, puisque celle-ci vous demandera d'aller faire d'avoir une force de vente, qu'elle soit la vôtre ou celle de votre distributeur. Je pense que je pourrais prendre des questions sur ce sujet. C'est un système qui peut être assez compliqué. Évidemment, des exceptions, puisque plus votre produit est commodity, si vous voulez, plus vous allez avoir besoin du GPO et plus votre produit est sophistiqué, moins vous allez avoir besoin de passer par le GPO et pourrez faire des ventes directes aux hôpitaux. Alors évidemment, d'autres aspects à considérer. On a suivi uniquement les aspects commerciaux, mais je voulais vous rappeler qu'il y a, en fonction de là où vous êtes sur le marché américain, il faut évidemment penser à gérer la propriété intellectuelle, et puis vous avez la comptabilité, tout le système légal si vous pensez à travailler avec des distributeurs ou à vous implanter directement aux États-Unis. La levée de fonds aussi est un sujet et on pourra y revenir. En fait, tous ces systèmes que vous voyez dans ces cercles sont des systèmes qui sont importants de considérer quand vous implantez soit une filiale, soit que vous commencez à travailler avec des distributeurs aux États-Unis. On voit souvent des clients qui n'ont pas bien négocié leur contrat ou qui n'ont pas eu les bons avocats dès le départ pour arriver sur le marché américain. Donc, ce sont aussi d'autres aspects à considérer. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Et on va peut-être ouvrir pour les questions. Nous avons des questions. Normalement, alors je ne vous vois absolument pas. Mais est-ce que nous avons des questions de l'audience ? Pas de questions. Merci. Il y a des questions, vous ne les voyez pas? Non, Q&A, pardon. Donc, il y en a une. Alors, récemment, le CMS a annoncé le remboursement NTAP sur certains produits médicaux avec IA. Quel est selon vous l'impact de remboursement NTAP? Alors, je vous avoue que je ne connais même pas ce remboursement, pour être tout à fait honnête. Je pense que c'est une question que je pourrais transférer à mes collègues du Market Access qui s'occupent de tout ce qui est pricing et remboursement chez nous. Désolée Stéphane. Est-ce que nous avons d'autres questions? Et Stéphane, ravi de vous mettre en relation avec mes collègues du pricing, remboursement, Market Access.
Bon. Oui, merci, merci Stéphane. Je vous avoue que je pourrais pas vous décrire ce système de paiement. Ce serait Deepak Sahu chez nous qui s'occuperait de ça. Est-ce que vous avez des questions sur le système de remboursement, l'accès? Je ne sais pas si on a pu lancer, Pierre, les sondages et si on a eu des retours. Ah, voilà. Ah ben, on a eu les retours des sondages. Je peux vous donner les réponses. Alors, quel est votre stade de développement aux États-Unis? Alors, nous nous renseignons, 58%. Donc, la plupart d'entre vous sont assez early. Très bien. Deuxième, nous avons commencé notre processus réglementaire que 5%. Nous sommes déjà homologués 16%. Et nous vendons déjà aux États-Unis 21%. Félicitations à vous. Bah écoutez, c'est très bien. Donc, nous avons essentiellement des sociétés qui sont au stade d'explorer le marché américain. Écoutez, j'espère que j'ai pu répondre à certaines de vos questions et ravi d'en prendre davantage. Deuxième point du sondage, quel est votre stade de financement, pardon. Un peu de franglais ici. Donc, seed, 69% d'entre vous, Series A, 8% et post-Series A pour 23%. Je pense qu'on peut très bien relier les questions D et C, puisque nous vendons déjà aux États-Unis, j'imagine que ce sont les mêmes qui sont post-Series A. Et puis après, quelle est votre aire thérapeutique? Ah, on n'a pas de cardiovasculaire, donc 0% cardio, ortho 7%, diag 17%, excellent. Minimal invasive surgery 3%, wound care 7%, ophtha 0% et digital health 37%, excellent. Et autres, 27%. Donc, on a essentiellement des personnes au téléphone sur du diag, du digital health et autres. Alors, sur la partie digital health, et je pense que peut-être que Stéphane, votre question venait de là. On a eu des webinaires d'un point de vue market access, digital health. Je pense que si vous suivez la page de Alira, vous verrez ce qu'on communique sur le sujet. Mais ce sont vraiment des sujets très pricing, remboursement. Donc voilà, et ce serait Deepak Sahu chez nous qui pourrait vous aider sur ça. Est-ce qu'il y a des points, que vous souhaitez particulièrement, sur lesquels vous souhaitez particulièrement revenir sur la présentation, des points que je n'ai pas couverts, alors à part le remboursement spécifique, mais des points que je n'ai pas couverts et que vous souhaitez découvrir? Bon, c'est bien silencieux. Écoutez, alors, mon collègue Pierre me dit qu'effectivement, on avait des slides, quelques slides sur l'impact du Covid que je peux effectivement couvrir. Pour les États-Unis, je pense que le point en bas, si on parle des impacts du Covid, alors choc de finances pour les hôpitaux de santé. Vous voyez en bas à droite de la slide, une augmentation du chômage, une augmentation du chômage, comme on l'a vu au départ, c'est une augmentation de la population qui n'est pas assurée ou une augmentation de la population qui est insuffisamment assurée. Donc aujourd'hui, aux États-Unis, l'impact du Covid, c'est que 30% de la population n'a pas une couverture maladie suffisante pour faire face à ses dépenses de santé. Donc évidemment un impact très fort. Et puis aussi, si on regarde des changements d'un point de vue service hospitalier, on a évidemment une forte demande pour des lits en soins intensifs, une prévention et des contrôles accrus, et puis un bouleversement de la supply chain qu'on a vu dans tous les pays, donc qui n'est pas du tout spécifique aux États-Unis, avec des identifications de faiblesses dans la supply chain qui ont généré d'ailleurs une augmentation de ce qu'on appelle des second source suppliers, donc dans la supply chain, des points qui ont certains, par exemple, si vous prenez les acteurs qui servent la pharma, donc primary packaging en drug delivery systems, la pharma aujourd'hui essaie d'aller chercher des second source suppliers pour faire face à ces futurs problèmes de supply.
Énorme impact, donc vous avez certainement entendu parler sur la téléconsultation et la santé mentale. Voilà, donc forte demande on a déjà couvert ça, mais forte demande de produits liés au virus, réduction de la demande de médicaments et de devices qui est pas lié au virus. Mais d'un autre côté, l'impact qu'on a vu aussi, c'est sur la santé digitale et l'adoption de télécommunications et puis d'app ou autres solutions pour la santé mentale. Le Covid a certainement engendré un énorme. Attendez, je suis pas sur la bonne slide. Là, le Covid a certainement engendré une énorme, comment dire, awareness sur la santé mentale. Beaucoup de personnes sont aujourd'hui en dépression. Donc, on a eu énormément de financements, si vous voulez, dédiés à ces entreprises de santé mentale avec l'IPO de Talkspace qui n'a pas encore eu lieu, mais qui est annoncé à 1,4 milliard. L'application Calm qui vient de lever 75 millions avec un post-money à 2 milliards. Ou l'IRA aussi qui a un post-money à plus de 2 milliards. Et puis on a eu évidemment pas mal de M&A dans le domaine avec Teladoc Livongo, une acquisition à 18 milliards. Donc je pense que pour tous ceux d'entre vous, les 20% d'entre vous qui sont en digital health, se positionner sur des sujets comme ça, évidemment, ça peut être intéressant. Alors, juste un point, on est vraiment sur des domaines où il y a beaucoup d'offres. Donc, pensez à vraiment à pouvoir vous différencier sur le domaine. Alors, les essais cliniques, ça faisait un moment qu'on parlait de bouger les essais cliniques en virtuel. Attendez, voilà. De bouger les essais cliniques en virtuel. Évidemment, le Covid a accéléré ce processus. Donc, il y a énormément d'essais cliniques et certains d'entre vous ont peut-être été impactés, essentiellement d'essais précliniques ou cliniques qui ont été stoppés par le Covid. Et aussi beaucoup de sociétés beaucoup de CRO qui ont développé leur offre d'essais virtuels. Donc ça, c'est vraiment une grosse tendance et on pense. Et d'ailleurs, chez Alira, c'est quelque chose qu'on a également mis en place. Donc on permet aux visites patients de pouvoir se réaliser à domicile ou de suivre des patients sur des plateformes virtuelles. Année record. Alors 2020, c'est une année record pour les levées de fonds en medtech, puisque on a eu plus 57% alors depuis 2011 plus 57% de fonds levés, mais en 2020 un énorme gap ici. Et puis ici vous avez aussi des deals par secteur de santé. Le device était un petit peu en retard sur 2020. Attendez, je n'ai pas les bonnes slides. Voilà. Le device était un petit peu en retard sur 2020. Donc, en 2021, on voit que le device est toujours un petit peu en retard par rapport à la pharma. Mais on voit qu'en 2021, on rattrape ce gap. Et puis, sur le nombre de deals par secteur, alors ici, vous avez quelques chiffres. Nombre de deals sur les devices et leur montant par catégorie par indication thérapeutique. Vous voyez qu'en 2020, voilà, on a eu beaucoup plus de deals en euros, en imaging, et puis pour les autres aires thérapeutiques assez constants. Marché total et nombre de deals US-Europe. Encore une fois, un gap assez important en 2020. Donc, en général, il y a beaucoup de fonds qui se sont déplacés beaucoup de fonds qui sont déplacés d'aires thérapeutiques pardon, pas d'aires thérapeutiques, justement, d'autres industries à la santé, qui était une valeur refuge pour beaucoup d'investisseurs. Et j'aurais une autre question de Stéphane. Pouvez-vous exposer brièvement les différences entre de novo, PMA et breakthrough? Alors, encore une fois, une question réglementaire.
que nous avons ici. Pardon, alors pas ici, c'est pas la bonne présentation. Alors, ici, donc vous aurez la présentation. Alors, vous avez différents types de processus d'homologation. Le premier, c'est le 510K en général que beaucoup d'entre vous vont connaître. Donc, on a déjà un dispositif qui est substantiellement équivalent et que la FDA a déjà pu approuver. Donc, les candidats, ce sont la plupart des classes 1, la plupart des classes 1 et 2, et puis quelques classes 3, mais de façon assez rare. Donc ça, c'est le 510K. Le de novo. Alors attendez, le de novo, c'est quand on a le device est safe, donc on n'est pas sur un device qui est implanté ou qui est en classe 3, mais qui manque de predicate. Donc il n'y a pas de device qui ont été approuvés avant. Donc là, on passe sur un de novo 510K, ça reste un 510K, mais on n'a pas de predicate device, donc de devices qui ont déjà sur les processus, sur les mêmes processus d'enregistrement. PMA, là, on est sur des pre-market approval, donc sur des devices de classe 3 qui nécessitent des essais, des essais cliniques et des données cliniques. Ici, vous avez la différence. Donc, ici, on est sur, on a besoin d'essais cliniques. En général, sur un 510K, très peu. Sur un de novo, un petit peu. Mais sur le PMA, clairement besoin d'essais. Alors, le breakthrough device, ici, sont pour les dispositifs qui ont une technologie de pointe. Donc, l'idée, c'est d'accélérer le développement. Alors là, pour être qualifié de breakthrough device, il faut vraiment avoir quelque chose qui révolutionne, si vous voulez, qui apporte vraiment au standard et qui sert une patientèle qui aujourd'hui n'est pas bien servie. Honnêtement, l'appellation breakthrough device est assez rare et difficile à obtenir. Mais encore une fois, c'est un sujet que mes collègues du réglementaire pourraient prendre avec vous. Alors, Denis, déjà Stéphane, j'espère que ça répondait à votre question. Denis, alors je suis très early, je recherche des investisseurs aux États-Unis. Comment faire? Alors, grande question. Première question, si vous êtes très early, pourquoi recherchez-vous des investisseurs aux États-Unis? Merci Stéphane. Alors, comment faire? La question, c'est est-ce que le marché. Alors, pourquoi recherchez-vous des investisseurs aux États-Unis? Est-ce que c'est le bon marché pour vous pour commencer? Est-ce que vous avez un produit qui s'adresse essentiellement au marché américain? Est-ce que vous pensez monter votre société directement aux États-Unis? Pour lever des fonds aux États-Unis, en général, il faut avoir une structure aux États-Unis. Donc voilà, il faut déjà avoir une très bonne compréhension du marché américain et s'adresser éventuellement à des investisseurs locaux. Je pense que la question, si vous êtes très early, c'est pourquoi commencer par les États-Unis plutôt que d'aller chercher des fonds en Europe. Alors, pouvez-vous donner les différences de coûts entre les processus, de novo, etc. Alors, alors la différence de coût, écoutez, je pense pas qu'il y ait de différence la différence de coût dépend des preuves que vous avez à fournir. Et les preuves que vous avez à fournir dépendent du device que vous avez, de l'indication que vous avez. En termes de soumission et de coût d'un consultant réglementaire, on va certainement être sur des montants qui sont assez comparables. Évidemment, sur un de novo, on aura plus d'interaction avec la FDA. On aura le processus pourra durer un petit peu plus longtemps, mais encore une fois, ça dépend énormément du device que vous avez et des preuves cliniques que vous devrez fournir à la FDA. Donc ici, voilà, des choses à considérer assez tôt pour aller organiser vos levées. Bon. On avait jusqu'à 10h30 pour moi, 16h30 pour vous. Il nous reste 1 minute, donc je suis ravie de prendre
prendre une autre question et vous avez mon mail ici. Alors LinkedIn évidemment, toujours joignable via LinkedIn, c'est assez pratique. Sinon, je vous mets mon mail, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et moi je pourrais vous mettre en relation avec les bonnes personnes chez Alira. Donc moi, sur Strategy Consulting, en général, je coordonne vraiment les projets qui nécessitent des approches réglementaires, cliniques, market access, mais aussi de compréhension du marché en amont. Mais également, c'est tout à fait possible de travailler directement avec nos VP de chaque practice, que ce soit d'ailleurs aux États-Unis ou en Europe. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a atteint la fin du webinaire. Écoutez, j'espère que ça vous a servi. Encore une fois, ravi de répondre à vos questions et de vous orienter vers les bonnes practices. Et je vous souhaite une excellente journée.